Je n'ai jamais vu ces créatures faire quoi que ce soit de vraiment agressif, mais ils n'ont jamais semblé contents de nous voir non plus. Quand je travaillais à la ferme, il m'arrivait parfois de sentir une tape sur l'épaule, alors qu'il n'y avait absolument personne dans tout le champ. Juste moi et les cultures, à perte de vue. Au début, je pensais que c'était mon imagination, ou peut-être le vent qui jouait avec ma veste. Mais c'était trop précis, trop humain. Une pression rapide, ferme, comme si quelqu'un voulait attirer mon attention. Un jour, après avoir senti cette tape une énième fois, j'ai décidé de me retourner immédiatement. Il n'y avait toujours rien. Mais cette fois-là, j'ai entendu un léger bruissement dans les plants de maïs, comme si quelqu'un ou quelque chose s'éloignait rapidement. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai avancé vers le bruit, appelant à voix haute, pensant que quelqu'un me faisait une mauvaise blague. Mais plus je m'enfonçais dans le champ, plus le silence devenait oppressant. Puis j'ai trouvé un vieux médaillon au sol, à moitié enterré dans la terre. Il ne m'appartenait pas, et je n'avais jamais vu personne porter un tel bijou à la ferme. À l'intérieur, une photo en noir et blanc, un homme avec une salopette et un grand sourire, devant un champ qui ressemblait étrangement au mien. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais senti cette tape. Mais je garde le médaillon avec moi, accroché à un clou dans la grange. Par respect. Ou peut-être pour qu'il sache que je l'ai compris. Voici l'histoire de mes parents. Ils sont divorcés depuis longtemps, mais je leur ai demandé séparément de me raconter cette histoire, et leur version était pratiquement identique, à un détail près. Je partagerai ce détail après avoir raconté l'histoire. Mes parents vivaient dans une très vieille ferme, avec un sol de cave en terre battue. Mon père raconte que, dans cette cave, il y avait une pièce de fortune. Je ne sais pas comment il a su qu'elle était improvisée, mais je suppose qu'elle avait l'air d'avoir été construite à la va-vite. Bref, mes deux parents affirment que cette pièce était recouverte de moquettes à l'intérieur, et qu'elle avait un verrou à l'extérieur. J'ai pensé qu'il devait y avoir une explication logique à ça. Peut-être que l'ancien propriétaire avait un parent atteint de démence et devait l'enfermer dans la pièce quand il sortait. Je ne sais pas. Mais le côté vraiment étrange, c'est que mes parents ont trouvé un journal intime dans cette pièce. Il datait des années 1960 et semblait avoir été écrit par une adolescente, qui parlait avec passion de membres de boys bands. Le seul détail différent entre les deux versions, c'est l'emplacement de la pièce. Mon père dit qu'elle se trouvait dans la cave, alors que ma mère ne précise pas exactement où dans la maison elle se trouvait. Mais à part ça, leurs récits étaient exactement les mêmes, et ils ne se sont pas parlé depuis plusieurs années. Je suis amérindien et j'ai grandi au milieu de nulle part, littéralement, notre voisin le plus proche vivait à plus d'1 kilomètre. Ma grand-mère me racontait souvent des histoires à propos des petits gens. Apparemment, c'était une tribu de petits autochtones, réputés cruels et agressifs. Ils se déplaçaient et attaquaient d'autres tribus sans raison, connues pour leur brutalité et leur absence de pitié. Un jour, les tribus voisines se sont toutes alliées pour les combattre, et ont fini par les anéantir complètement. Mais on raconte qu'ils hantent encore les territoires, importunent les vivants, et attirent les enfants dans les bois pour les attacher et les retenir. On dit aussi que si tu en vois un, tous tes cheveux deviennent blancs, et que tu meurs peu après. Mon grand-père et ma mère jurent avoir vu Bigfoot une fois, dans un champ près de notre maison. C'était pendant une tempête de neige. Ils rentraient en voiture quand ils ont vu quelqu'un marcher dans un champ, pas loin de chez nous. Mon grand-père s'est arrêté et a baissé la vitre pour crier, demandant si la personne allait bien, si elle avait besoin d'aide. Mais très vite, ils se sont rendus compte que ce n'était pas une personne ordinaire, c'était quelqu'un de très grand. La silhouette les a regardés, puis a couru dans la tempête de neige, jusqu'à disparaître. Au printemps suivant, ils ont retrouvé une empreinte géante dans le pâturage. Ma grand-mère me racontait aussi plein d'histoires effrayantes sur les skinwalkers, l'homme au chapeau melon, l'homme chèvre. Elle avait travaillé dans un ancien pensionnat hanté, appelé The Sisters Building. Ce n'était plus une école à l'époque où elle y travaillait,
mais elle m'a raconté plein de choses étranges qui s'y passaient. Le truc le plus effrayant qui me soit arrivé, c'était une nuit où je rentrais chez moi après un voyage. Mon père m'a appelé pour me demander si je pouvais fermer quelques vannes d'irrigation. En gros, c'est comme fermer un robinet au début de chaque rangée de culture, on en faisait généralement tourner 20 à 30 à la fois. Je n'avais pas de lampe torche sur moi, alors j'ai juste garé mon pick-up à côté de la première vanne et j'ai commencé à les fermer à la lumière des phares. J'étais à peu près à mi-chemin quand tout est devenu sombre d'un coup. Je me suis retourné rapidement et j'ai vu quelque chose de suffisamment grand pour bloquer complètement le phare côté passager. Juste au moment où je le remarquais, cette chose a traversé pour bloquer aussi le phare côté conducteur, avant de continuer sa route. Ça a duré 3 secondes en tout, sans un seul bruit. J'ai essayé de me convaincre que c'était un gros coyote. Mais le moment le plus troublant, en fait, s'est passé en plein jour. On plantait des arbres avec mon père, près de la rivière où on a nos terres agricoles. Au loin, on a vu un groupe de chiens errants en train d'attaquer quelque chose dans l'eau. Nos chiens s'étaient déjà fait attaquer plusieurs fois, et à chaque fois, ma mère s'effondrait, alors j'ai tout de suite été alerté, pensant que c'était peut-être l'un des nôtres. J'ai tapé sur le côté du camion et crié à mon père de reculer en remontant la berge, ce qu'il a fait. Je me suis rapproché assez pour lancer une grosse pierre vers les chiens, ce qui les a finalement fait fuir. Le pauvre animal attaqué a réussi à se traîner jusqu'à la berge d'en face et à sauter hors de l'eau à une dizaine de mètres de moi. Et ce n'était pas un chien que j'avais déjà vu. Il s'est redressé hors de l'eau et a partiellement trébuché dans un buisson avant de s'arrêter pour me regarder. Il était complètement sans poils, à peu près à hauteur de poitrine, comme un chien atteint de la gale, mais avec des pattes très fines, presque comme celles d'un cerf, rien de canin dans sa façon de se mouvoir. Il avait une tête un peu de chien, mais avec des proportions étranges. Un long museau rectangulaire, trop carré pour un chien. De grandes oreilles droites comme celles d'un chien alerte, mais un peu trop grandes pour paraître naturelles. Il est entré en titubant dans des broussailles plus denses, et j'ai sauté dans le camion. Mon père et moi, on s'est juste regardé et on a dit, c'était quoi, ce truc? Pendant 2 mois, il était à fond sur l'idée du chupacabra. Et franchement, certains des seins qu'on trouve ressemblent un peu à ceux que j'ai vus. Mais en réalité, je n'ai toujours aucune idée de ce que c'était. Je pense que c'était juste un animal tellement malade et atteint de gale que je n'ai pas pu le reconnaître. Mon oncle vivait autrefois en pleine campagne, sur un terrain qu'il disait faire un peu moins de 3 hectares. Ses voisins les plus proches n'étaient pas à des kilomètres non plus, à quelques minutes en voiture, mais quand même trop loin pour aller chez eux à pied facilement. J'ai passé l'été de ma 4e chez lui, et il m'a raconté une histoire qui m'a foutu une sacrée trouille à l'époque. Il avait pas mal d'animaux sur son terrain, 3 chiens de chasse, des pigeons, des dizaines de poules, d'autres oiseaux, quelques chèvres, et un cheval seul. Chaque soir, il faisait le tour de la ferme pour vérifier que tout le monde était à sa place et que tout était bien fermé. Un soir, alors qu'il revenait vers sa maison, ses chiens se sont mis à aboyer comme des fous. Au début, il n'y a pas prêté attention, il a continué son chemin. Mais les chiens insistaient, aboyaient sans relâche. Il a pointé sa lampe torche autour de lui, rien à signaler. Il arrive à la porte arrière de sa maison, les chiens toujours en alerte, et il décide de se retourner une dernière fois. Et là, il dit qu'il voit, au loin dans les champs, une sorte d'ombre en mouvement. Il pense tout de suite à un coyote ou un autre animal sauvage, et rentre simplement chez lui. Le lendemain soir, en faisant sa tournée, il dit s'être arrêté net en voyant une forme sombre, à quelques mètres à peine de sa grange. Il n'a rien dit mais a tout de suite sorti son arme. Encore une fois, il pense d'abord à un coyote qui chercherait à atteindre ses poules. Mais alors qu'il fait quelques pas, il voit la silhouette se redresser, comme un humain, puis s'enfuir en courant dans les champs, disparaissant dans l'obscurité. Il dit avoir été tellement surpris qu'il est resté figé une seconde avant de crier un simple « Eh ». Il n'a pas poursuivi la chose, qu'elle soit humaine ou non.
Mais il raconte que pendant environ une semaine après ça, ses chiens devenaient fous chaque nuit. Il n'a cependant plus jamais revu la silhouette. Quand il m'a raconté cette histoire, il a dit que c'était peut-être juste un sans-abri qui traînait dans le coin. Mais j'ai du mal à y croire. Il vivait littéralement au milieu de nulle part, et il fallait rouler presque 40 minutes pour faire les courses. C'est très bizarre qu'un inconnu se retrouve là, à pied, en pleine nuit. Il a aussi envisagé que ça ait pu être un ours noir, mais je ne sais pas non plus. Il ne vivait pas du tout dans un coin où on pourrait imaginer la présence d'ours. C'était une région agricole rurale, pas du tout proche de montagnes ou de grandes forêts. La plupart des gens ne me croiront probablement pas, mais je jure que c'est la vérité. On avait une ferme de chevaux qui bordait une immense forêt et une rivière bien connue dans l'est du Tennessee. On n'y faisait pas beaucoup d'agriculture, quelques légumes, mais surtout on élevait et hébergeait des cartéhorses. J'avais 4 petits frères, et un voisin un peu plus âgé que moi. C'était au début des années 90, et tout ce qu'on faisait, c'était chasser dans les bois et explorer dans tous les sens. On n'était pas censé traverser le canal de la rivière pour aller sur les terres du TWRA, la réserve faunique, principalement parce qu'on n'avait pas le droit d'y chasser, et nos parents ne voulaient pas qu'on ait des problèmes. Mais un jour, quand j'avais à peu près 13 ans, on a arrêté d'y aller pour une toute autre raison. On était allé beaucoup plus loin dans cette partie de la forêt que ce qu'on faisait d'habitude. Plus loin que jamais. Et là, un de mes frères a repéré un petit bosquet de pins, une vingtaine d'arbres, hauts d'environ 4 mètres, tous cassés net à 2,50 mètres du sol, et tous couchés, pointant dans la même direction, vers le cœur de la forêt. Juste ce petit groupe, mais c'était pas naturel du tout. Quand j'ai vu ça, mon instinct m'a hurlé de foutre le camp. Un sentiment de terreur pure. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai voulu faire demi-tour tout de suite. Mais mon voisin, lui, c'était un vrai cinglé. J'ai toujours cru qu'il avait un désir de mort. Lui, il voulait traverser la petite clairière où pointaient ces arbres pour aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. 2 de mes frères étaient d'accord. Moi, tout en moi criait de ne pas y aller. Mais ils se sont moqués de moi, m'ont traité de chochotte, comme des gosses de cet âge le font. J'ai donc décidé de faire le tour à l'écart, de revenir sur nos pas jusqu'au sentier principal. J'étais à une 50aine de mètres d'eux, en retrait, mais je pouvais encore les voir. Et tout à coup, j'entends hurler. Je vois mon voisin littéralement projeté dans les airs, et mes frères se mettre à courir en hurlant et en pleurant, droit vers moi. D'abord, je n'ai rien vu. Mais ensuite, cette chose. Mon Dieu! Rien que d'y penser, j'en ai encore des frissons. Cette chose a poussé un cri qu'on ne voit pas seulement avec les oreilles, on le ressent. Ça vous traverse le corps. Elle devait mesurer 3 mètres de haut. Elle avait une silhouette vaguement humaine, mais couverte d'un poil noir de jais. Là, plus aucun doute, on s'est tous mis à courir pour sauver notre peau. On pense qu'elle ne nous a pas poursuivis, mais on ne s'est pas retourné pour vérifier. On a couru ce qui nous a semblé être des kilomètres, jusqu'à s'écrouler juste à la limite de notre propriété. Tous hystériques. Le voisin, lui, avait été lancé dans les airs comme un vulgaire jouet. Il s'est cassé la clavicule, entre autres. Et alors qu'on reprenait à peine notre souffle, ce cri. Encore. Tout proche. On ne l'a plus jamais revu. Mais elle avait fait passer son message. On n'est jamais retourné là-bas. On a raconté ce qui s'était vraiment passé à nos parents qu'il y a 2 ans. J'ai 41 ans aujourd'hui, et ce voisin refuse encore d'en parler. À l'époque, on leur a dit qu'il était tombé d'un arbre et qu'on avait tous été un peu secoués. J'ai grandi dans le Minnesota, dans ce que je qualifierais de zone semi-rurale, pas vraiment la campagne, mais entouré de champs de maïs et de forêts épaisses. En grandissant, entre moi, ma famille et les autres enfants du coin, on a vécu une multitude d'expériences étranges. La plus fréquente, c'est ce qui se passait chaque fois qu'on faisait un feu de camp, ou qu'on se retrouvait dans les bois après la tombée de la nuit. À chaque fois,
on voyait au moins une paire d'yeux rouges flotter dans l'obscurité, nous observant depuis les arbres. Ce qui était encore plus troublant, c'est que l'endroit d'où venaient ces yeux rendait impossible l'hypothèse qu'il s'agissait simplement d'un animal. Rien de mauvais ne s'est jamais produit, mais rien de bon non plus. Il y a eu aussi plein de fois où on a entendu des sons qui ne pouvaient venir que d'un cougar. Pourtant, les autorités du département des ressources naturelles du Minnesota ont toujours nié leur présence dans la région. Et puis, on a eu d'autres rencontres étranges. Un jour, alors que je ramenais ma mère à la maison en voiture, une immense créature est apparue sur la route. Elle ressemblait à un loup, mais elle était bien trop grande pour en être un. Elle a traversé une route de campagne à 4 voies avec un terre-plein central en un seul pas. On roulait dans un trail blasé, et son ventre dépassait le capot de la voiture. Sa silhouette était entièrement noire, même quand les phares et les lampadaires de la route l'éclairaient. Et pourtant, elle ne dégageait rien de malveillant. En fait, ma mère et moi avons ressenti que cette chose était neutre, au pire. Pas amicale, mais certainement pas menaçante. Cela dit, je ne sais pas vraiment quoi croire. Je ne suis pas du genre à penser qu'il y a des démons, des fantômes ou quoi que ce soit de ce genre. Peut-être qu'il y a une explication parfaitement rationnelle à tout ça, qu'on ne connaît simplement pas encore. Mais malgré tout, voici quelques-unes des choses que j'ai vécues. J'avais 19 ans. C'était l'été après mon premier échec à la fac. J'étais rentré à la maison, en train d'essayer de comprendre ce que je voulais faire ensuite, et j'aidais à la ferme. Cette semaine-là, on faisait des ballots de foin. Je conduisais le tracteur qui tirait la presse à foin et la remorque, pendant que mon père récupérait les ballots à la sortie de la presse et les empilait sur la remorque. À un moment, la machine s'est bloquée et mon père essayait de réparer le problème. Moi, j'étais un peu dans la lune, le regard perdu du côté d'une remorque pleine de foin qu'on avait terminée plus tôt. Et là, je vois un homme, sans doute dans la soixantaine, à moitié chauve, habillé d'une manière un peu démodée, en train d'examiner la remorque pleine. Ma première pensée, c'était qu'un amiche était passé pour discuter avec mon père. Mais en y regardant mieux, je me rends compte qu'il est rasé de près, alors qu'un homme amiche de cet âge aurait normalement une barbe. C'était bizarre. Encore plus étrange, après avoir tourné un peu autour de la remorque comme s'il admirait le foin, il a disparu pendant que je détournais la tête un court instant. Pas de camion, pas de cheval, pas de charrette, pas de tracteur, rien. Et surtout, aucune trace de quelqu'un en train de marcher ou courir. Il n'y avait aucune cachette suffisamment proche pour qu'il ait pu s'y rendre en si peu de temps, sauf peut-être derrière la remorque pleine, sur le côté opposé, dissimulé par le foin. Ce que j'ai supposé. Mon père, à ce moment-là, avait décidé qu'on devait ramener la presse à la ferme, donc on a décroché la remorque à moitié pleine, et on a avancé pour attacher la remorque pleine, celle où j'avais vu l'homme. Pendant tout ce temps, je cherchais ce type du regard. Mais il n'était plus là. J'ai scruté tout le champ, rien. Et les bois les plus proches étaient bien trop loin pour qu'il ait pu s'y rendre sans que je le voie. J'ai demandé à mon père s'il l'avait vu, mais il était concentré sur la presse et n'avait rien remarqué. Quand j'avais 9 ans, mes parents ont acheté une ferme abandonnée au fin fond des bois en Suède. Ce n'était pas la première fois qu'ils faisaient ça. Ils venaient de vendre la première ferme après l'avoir rendue habitable. J'étais triste de m'en séparer, mais j'étais aussi enthousiaste à l'idée de vivre de nouvelles aventures et de faire de nouvelles découvertes. Il ne s'était jamais rien passé de bizarre dans la première ferme. Je n'avais jamais eu peur de l'ancienne maison ni des bois autour. Je pouvais passer des heures seul en forêt à jouer, construire des cabanes et organiser des pique-niques avec mon équipe imaginaire d'aventuriers. Mais quelque chose a changé quand on a acheté la deuxième ferme. Les premières fois où on y allait pour repeindre ou rénover, tout semblait normal. Je passais mon temps à explorer les bâtiments et la forêt autour. Cette ferme avait 4 bâtiments. La maison principale. Un garage. Une écurie. Et un 4e bâtiment qu'on n'a jamais vraiment identifié.
Il avait été gravement endommagé par un incendie. À l'époque, j'étais passionné de chevaux et je passais tout mon temps libre dans l'écurie. Cela faisait environ 1 an qu'on possédait la ferme quand quelque chose s'est produit. J'étais dans l'écurie, en train de jouer avec du foin, quand j'ai soudain eu l'impression que quelqu'un serrait mes mains autour de mon cou. Je ne pouvais plus respirer. J'ai couru dehors aussitôt, et dès que j'ai vu ma mère, j'ai pu respirer à nouveau, mais je toussais, je suffoquais, je n'arrivais pas à m'arrêter. J'ai essayé d'expliquer ce qu'il se passait, mais ma gorge me faisait trop mal et je n'arrêtais pas de tousser. Ma mère m'a immédiatement fait entrer dans la maison pour me donner de l'eau. Après 15 minutes, comme je continuais à suffoquer, elle a décidé de m'emmener à l'hôpital. Mon père est resté à la ferme avec mes frères. Évidemment, j'ai fini par arrêter de tousser, mais personne n'a vraiment compris ce qu'il s'était passé. Juste une précision, jusqu'à mes 14 ans, je n'avais jamais eu d'allergie, et ma première vraie crise d'asthme s'est produite à 13 ans. L'épisode a été classé comme une crise d'asthme. Mais aujourd'hui, en sachant ce qu'est une vraie crise d'asthme, je n'y crois pas une seconde. Après cet incident, j'ai arrêté de jouer dans l'écurie et j'ai préféré aller m'amuser dans les bois avec mes frères. La prochaine chose étrange est arrivée quand j'avais 11 ans. Je me suis réveillé au milieu de la nuit en entendant quelqu'un marcher. Je me suis levé de mon lit, j'ai traversé la pièce où mes parents dormaient, et je suis allé jusqu'à la cuisine. Là, j'ai vu une silhouette noire debout au milieu de la pièce. Si je n'avais pas vu mon père dormir, j'aurais pensé que c'était lui. J'étais figé, incapable de bouger, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai fini par me retourner calmement et retourner me coucher. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. J'avais la sensation de regard perçant braqué sur moi. J'ai raconté le lendemain que j'avais vu un homme dans la cuisine, mais mes parents ont dit que j'avais sûrement rêvé. Et peut-être que j'ai rêvé, oui. Mais depuis cette nuit-là, j'ai toujours eu la sensation de ne pas être le bienvenu dans cette maison. Je me sentais observé en permanence. Mais un jour, il s'est passé quelque chose qui m'a réellement terrifié, au point que j'ai supplié mes parents de me laisser chez mes grands-parents à chaque fois qu'ils retournaient à la ferme. Ce jour-là, j'étais sur mon ordinateur, en train de discuter avec des amis en ligne et de jouer. Mes parents voulaient aller faire les courses et m'ont demandé si je voulais venir. J'étais plongé dans mon jeu, alors j'ai dit non. Ils m'ont demandé si j'étais sûr, j'ai hoché la tête, et ils sont partis avec mes frères. La porte à peine claquée, j'ai immédiatement regretté ma décision. Une peur intense m'a envahi. Je regardais autour de moi, terrifié à l'idée de voir quelque chose que je n'aurais pas dû voir. La voiture était déjà loin, perdue sur le chemin de terre. Le silence s'est installé, un silence si épais qu'il est devenu assourdissant, jusqu'à ce que mes oreilles claquent, comme si la pression avait changé. Je tremblais, mes dents claquaient. Puis j'ai entendu un toc, puis un autre, puis encore un. Les coups suivaient un rythme régulier. Je savais que le trajet prendrait au moins 2 heures aller-retour. Il allait falloir que je tienne le coup. Mais quelque chose m'a fait fuir. Dans l'embrasure de la cuisine, j'ai vu une silhouette s'avancer vers moi. Cette fois, je savais que je ne rêvais pas. Ma poitrine me faisait mal, j'avais l'impression que mes poumons étaient comprimés, et un mal de tête violent a surgi. J'ai fixé la silhouette pendant 5 bonnes secondes, puis, en état de choc, j'ai couru vers la porte arrière et j'ai filé sur le chemin de terre. Heureusement, je portais encore mes tongs, car j'avais déjeuné dehors ce matin-là. J'ai couru en direction des voisins, ils vivent à une vingtaine de minutes de marche. Je ne pensais pas voir notre voiture revenir aussi vite. Mais elle est apparue sur le chemin. Je me suis écarté et mes parents sont descendus de voiture en me demandant ce qui se passait. J'ai fondu en larmes, alors ils m'ont fait monter, et j'ai refusé de remettre un pied dans la maison. Mes parents ont pensé que j'avais tout inventé. Que j'étais paranoïaque. Mais moi, je maintiens ce que j'ai vu. Des années plus tard, je déteste toujours cette ferme. J'y suis retourné une seule fois depuis. Plus jamais. Quelque chose là-bas me détestait. Moi, en particulier. Il y a juste une chose qui me tracasse encore aujourd'hui, combien de temps suis-je resté figé? Comme je l'ai dit,
Aller faire les courses prenait des heures. Pourtant, tout ce qui s'est passé m'a semblé durer à peine 5 à 10 minutes. Franchement, je ne veux même pas le savoir. Je suis juste heureux de ne jamais avoir à y retourner. Cette histoire est arrivée à mon oncle, telle que me l'a racontée ma tante. En 2003, mon oncle, qui a une petite ferme dans l'est du Texas, était sur son tracteur, à l'extrémité de sa propriété, quand des débris spatiaux en feu ont survolé sa tête à toute vitesse avant de s'écraser derrière les arbres, à une trentaine de mètres. Il appelle ma tante et lui demande d'allumer les infos pour voir si quelque chose s'est écrasé. Elle s'exécute et découvre qu'il s'agit de la catastrophe de la navette spatiale Columbia. À ce moment-là, les autorités demandent expressément aux habitants de ne pas approcher des débris et de les signaler immédiatement aux services compétents. Elle lui dit alors, ils disent aux gens de rester loin des débris. Et lui, en train de faire rugir son tracteur, répond, je vais aller les chercher. Il a fouillé un peu, mais n'a rien trouvé. En revanche, sur la propriété voisine, les autorités ont bien retrouvé des morceaux de la navette et un fémur appartenant à l'une des 2 femmes astronautes présentes à bord du vol. Quand j'étais enfant, j'étais dans le nord du Wisconsin avec ma famille. Un jour là-bas, j'ai fait une petite randonnée avec mon frère et mon père, juste en traversant les bois. On a fini par sortir de la forêt, directement sur la propriété de quelqu'un. Le gars nous a vus, est venu vers nous avec son fils, et a évidemment demandé, « Qu'est-ce que vous faites sur mon terrain ?» Mon père s'est excusé, a dit qu'on faisait juste une randonnée et qu'il avait été négligent. On est vite reparti, et même si c'était une rencontre un peu étrange, ce n'était pas tendu. Mon frère et moi avons retenu une bonne leçon ce jour-là sur le respect de la propriété privée. Sauf que ce gars, apparemment, n'était pas du tout satisfait, et je peux comprendre, jusqu'à un certain point, si quelqu'un sortait des bois sur ma propriété, je trouverais ça suspect aussi. Mais ensuite, les choses sont devenues bizarres. Le type qu'on avait croisé a fait venir un complice, soit quelqu'un qui bossait pour lui, soit un membre de sa famille, pour nous suivre jusqu'à notre cabane. À peine 5 minutes après notre retour, alors qu'on préparait le déjeuner, ce type débarque littéralement dans la maison, sans frapper, et commence à nous parler de l'incident de violation de propriété. Il ne criait pas, il n'avait pas l'air énervé, mais c'était franchement déroutant de voir un inconnu en treillis militaire entrer chez nos grands-parents comme ça, sans prévenir. Il n'a pas eu le temps de dire grand-chose, parce que nos grands-parents avaient quelques armes à feu, principalement des antiquités, et effectivement, une arme a été pointée sur lui. Notre grand-mère l'a tenu en joue, tout en s'excusant encore une fois pour la randonnée sur le mauvais terrain. Mais ensuite, elle s'est mise à l'engueuler pour nous avoir suivis, être entrée sur notre propriété sans autorisation, et surtout pour être entrée dans la maison. Il est reparti peu après. C'était une rencontre vraiment étrange. J'en ai reparlé avec mon père et mon frère de temps en temps, donc je sais que ce n'était ni un rêve ni mon imagination. Quoi qu'il en soit, la leçon est simple, ne violez pas de propriété privée. J'ai bien retenu. Édition, beaucoup de gens spéculent qu'on est peut-être tombé sur un trafic de drogue ou quelque chose du genre, mais franchement, je trouve ça peu probable. Le gars qui a parlé à mon père nous a même donné son nom, je ne m'en souviens plus, évidemment, et il était avec son fils. À mon avis, c'était juste quelqu'un de très attaché à sa propriété et à sa vie privée, et qui a complètement surréagi. Ce n'est pas une histoire très effrayante, mais c'était définitivement bizarre. Mon grand-père avait une ferme avec du bétail en liberté. Il avait une propriété énorme, donc on ne voyait pas toujours les vaches tous les jours, elles partaient en petits groupes dans les champs. On savait qu'elles étaient là quelque part, mais elles faisaient leur vie. Un jour, on est allé visiter la ferme, mais mes grands-parents n'étaient pas là. Ils avaient toujours une clé de secours cachée sur le porche au cas où un membre de la famille passerait pendant leur absence. Ma mère a donc ouvert la porte avec la clé, et l'alarme s'est déclenchée. Elle était très forte. Comme ils étaient en pleine campagne, l'alarme faisait un bruit de sirène, pour alerter les voisins les plus proches.
Le son résonnait dans tous les champs. On était à l'intérieur, en train d'appeler des membres de la famille sur leur vieux téléphone rotatif, pour essayer de trouver comment désactiver l'alarme. Et là, j'ai regardé par la fenêtre. Les vaches. Des vaches venaient de toutes les directions, courant vers nous. Je ne les avais jamais vues courir comme ça. Elles fonçaient vers la maison à toute vitesse, toutes, sans exception. Puis elles se sont arrêtées. Elles ont formé un cercle tout autour de la maison, épaule contre épaule. Et elles sont restées là, à nous fixer. C'était tellement étrange. J'aurais adoré avoir une photo, mais c'était avant que les appareils photo soient facilement accessibles. Elles sont restées comme ça jusqu'à ce que mon grand-père arrive. Et là, elles se sont dispersées, comme si c'était ces gardes du corps. Dans ma famille, on a toujours eu du bétail. On les faisait paître dans différents pâturages selon combien on en avait et les terrains qu'on louait, mais c'était généralement dans des pâturages boisés, de part et d'autre de la route principale près de chez nous. Un des petits pâturages où on faisait paître les vaches était accolé à un terrain boisé de plus de 30 hectares. Non aménagé, sans route, sans sentier, rien du tout. Ce terrain rejoignait ensuite une zone appartenant au corps des ingénieurs de l'armée. Bref, il arrivait assez souvent qu'on s'occupe du bétail dans ce pâturage-là, et que tout à coup, les vaches soient effrayées par quelque chose venant des bois. Elles s'éloignaient de la clôture, formant une sorte de ligne irrégulière, et restaient plantées là à fixer les arbres. Ça arrivait en pleine journée ou en début de soirée, et généralement on était sur le tracteur en train de remplir les mangeoires, donc on faisait pas mal de bruit. Et pourtant, quoi que ce soit qui effrayait les vaches, ça n'était absolument pas dérangé par notre présence. On n'en parlait pas vraiment entre nous, mais même quand j'étais gamin, je trouvais ça étrange. Et je détestais quand ça arrivait. J'avais une sensation intense d'être observé, et l'impression constante qu'il fallait surveiller la lisière des bois. On n'a jamais perdu de bêtes à cause de prédateurs. Il n'y avait pas d'ours ni de pumas dans la région, même si on disait que de jeunes mâles passaient parfois brièvement dans le coin. Les coyotes, eux, sont bien trop heureux pour s'approcher avec tout ce vacarme et cette activité. C'était complètement aléatoire, mais ça revenait régulièrement pendant toute mon enfance, dans ce même pâturage. Aucune idée de ce que c'était. Ma famille a possédé une petite ferme pendant de nombreuses années. On vivait sur un terrain de 10 hectares, perdu au milieu de nulle part. Les routes n'étaient pas goudronnées, juste de la terre battue, et à la moindre pluie, elles devenaient des bourbiers profonds et infranchissables. À cause de ça, le bus scolaire ne s'aventurait jamais jusqu'à notre maison. Jamais. Mes frères et sœurs avaient de la chance, leur bus passait plus tard, une fois que le soleil était levé. Ils faisaient le trajet à pied jusqu'à l'arrêt, à la lisière du bois, alors que la campagne s'éveillait doucement. Moi, par contre, mon bus passait bien plus tôt. Trop tôt. Je marchais seul sur la route de terre, dans l'obscurité totale de l'hiver. Encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais pris de lampe torche. C'était avant les téléphones portables et l'Internet. On vivait autrement. De chaque côté de la route, la forêt s'étendait, sauvage, dense et silencieuse. Très souvent, alors que je marchais, j'entendais des bruits de pas et le bruissement des feuillages, toujours sur ma gauche. Jamais à droite. Comme si quelque chose m'accompagnait discrètement, caché dans l'obscurité végétale. Parfois, je traversais de gigantesques toiles d'araignées tendues d'un arbre à l'autre. La toile me couvrait le visage en un instant, et pendant une demi-seconde, je me demandais avec horreur à quoi devait ressembler l'araignée qui avait tissé un truc pareil. Mais ce n'était pas ça qui me faisait le plus peur. Non, ce qui me hantait, c'était cette présence. Presque chaque matin, je ressentais la même chose, une impression glaciale que je n'étais pas seul. Les insectes, d'habitude si bruyants, se taisaient. Et dans ce silence oppressant, j'entendais des pas réguliers, qui semblaient s'adapter aux miens. Comme si ça ne voulait pas se faire remarquer, mais n'y arrivait pas complètement. Je ne l'ai jamais vu. Jamais.
mais je sentais son regard posé sur moi. On marchait ensemble, moi sur le chemin, lui, ou elle, caché dans les bois. Bizarrement, ce n'était pas que de la peur. C'était aussi une sorte de fascination. Une curiosité maladive. J'avais peur, oui, mais j'étais aussi excité par ce rituel étrange, comme si j'étais l'un des rares à entrevoir un fragment du monde invisible. Tu sais, les gens de la campagne, on est fait autrement. On vit avec les mystères. Ce petit manège a duré des années. Toujours les mêmes pas. Toujours la même présence. Puis un jour, ça s'est arrêté. Je ne suis pas agriculteur, mais j'ai grandi juste à côté d'une ferme et de ses champs. Mon frère et moi avions l'habitude d'aller nous promener dans les champs de maïs quand les plants devenaient bien hauts, pour vivre nos petites aventures. Un jour, alors qu'on marchait à travers les champs, on a commencé à entendre un bruit mécanique étrange, mais on n'arrivait pas à comprendre ce que c'était. Mon frère m'a mis sur ses épaules et j'ai vu une moissonneuse-batteuse pas très loin, qui s'approchait rapidement. Je ne me souvenais plus du mot exact à ce moment-là, alors j'ai dit à mon frère qu'on devait partir, que le gros tracteur de récolte arrivait. Mon idée, c'était de courir directement jusqu'au bord du champ, mais mon frère m'a tiré sur le côté pour qu'on ne soit pas dans sa trajectoire. À l'époque, je n'avais pas vraiment eu peur, mais avec le recul, on aurait facilement pu se faire écraser si on n'avait pas fait attention. On avait un petit troupeau de Hereford, surtout des vaches et des jeunes. Un matin, alors que j'installais des clôtures temporaires pour les déplacer dans un nouveau champ, je vois tout le foutu troupeau débouler, hors du bois en bord de rivière, en pleine panique. Ils fonçaient. Et pourtant, ces vaches-là sont plutôt tranquilles, des Hereford sans cornes. J'ai jamais eu de Hereford à cornes donc je sais pas comment ils se comportent, mais cette charge affolée ne leur ressemblait pas du tout. C'était dans le nord-est de l'Ohio, pas d'ours, à part peut-être un jeune mâle de passage de temps en temps. Pas de cougar. Même pas de chasseur à la con dans ce coin. Je les vois paniquer et mon instinct de protection se déclenche tout de suite. Je descends vers l'endroit où ils se sont arrêtés, tous serrés les uns contre les autres dans un cercle compact. Ils étaient complètement figés, le regard rivé vers la direction d'où ils venaient. Je saute les clôtures, je dévale le sentier de vaches sur la colline boisée, et là, un détail dans leur posture me glace le sang. Le taureau était avec eux. Et lui aussi, il avait peur. Ce taureau, c'était un monstre. L'un des plus gros qu'on ait jamais eu. Il n'avait peur de rien, ni des hommes, ni des animaux, ni même des engins agricoles. Mais là, il était recroquevillé dans une posture défensive, comme si sa vie en dépendait. Ça m'a coupé net. J'ai freiné sec. Hors de question d'aller voir ce qu'il y avait. J'étais sans arme, même pas un fichu piquet de clôture. Et en balayant les arbres du regard, j'ai senti quelque chose. Quelque chose nous observait, moi et le troupeau. Ce n'était pas juste une trouille passagère. Quand j'ai senti ce regard sur moi, les vaches l'ont senti aussi. Elles ont commencé à taper du sabot, souffler, tourner en rond. Je me suis mis à marcher, lentement, les yeux fixés sur les arbres, pour rejoindre mon troupeau. Au bout d'un moment, ce sentiment de danger mortel s'est dissipé. Les vaches se sont calmées, et se sont remises à brouter. J'habite dans une zone assez rurale du New Jersey, entourée de forêts épaisses et de collines. Le genre d'endroit où la nuit tombe vite, où les routes de campagne sont étroites et sans lampadaire, et où le silence n'est jamais vraiment complet. Une nuit, au lycée, mes potes et moi avons décidé d'aller rouler un peu pour trouver un coin tranquille où se poser et fumer. On a pris une des petites routes secondaires qu'on connaissait bien, une de celles qu'on emprunte quand on veut éviter de croiser qui que ce soit. On roulait tranquillement quand, comme souvent dans ce coin-là, un cerf a jailli devant la voiture. On a ralenti brusquement, par réflexe. Rien d'inhabituel jusque-là. Mais cette fois, le cerf ne s'est pas enfui. Il s'est retourné, lentement, comme s'il avait changé d'avis. Il a marché calmement vers un arbre sur le bas-côté, sans peur, sans panique.
Puis, d'un seul coup, il a baissé la tête et s'est fracassé le crâne contre le tronc avec une violence absurde. Un bruit sec. Il s'est effondré immédiatement, raide mort. Pas un mouvement, pas un dernier soubresaut. On est resté figé dans la voiture. Aucun de nous n'a parlé pendant de longues secondes. C'était pas juste étrange, c'était profondément dérangeant. Il ne s'était pas jeté sur l'arbre. Il avait choisi. C'était comme si quelque chose l'avait appelé, quelque chose qu'on ne voyait pas. On a essayé de se rassurer, peut-être la rage. Mais même ça, ça n'expliquait pas ce qu'on venait de voir. Il y avait quelque chose de trop conscient dans son geste. On a fait demi-tour sans discuter. Plus question de traîner dehors. On est retourné chez mon pote et on a fumé là-bas, tous un peu plus silencieux que d'habitude. Ah, et j'oubliais, les cris de renard. Ces hurlements de l'enfer qui ressemblent à un meurtre en cours. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu penses qu'un démon est en train d'ouvrir une gorge quelque part dans la forêt. Depuis cette nuit, je regarde les bois différemment. Il y a ce que la nature montre, et puis il y a ce qu'elle cache. Quand j'avais 12 ans, mes parents ne pouvaient plus payer mes cours d'équitation, alors ils ont contacté un refuge local pour chevaux et ont demandé si je pouvais y passer du temps. À ma grande surprise, c'était une seule femme qui possédait la ferme, et elle avait 32 chevaux à ce moment-là. Elle m'a invité à venir et m'a dit que je pourrais avoir mon propre cheval si je l'aidais à nettoyer les box et à faire les corvées de l'écurie avec elle. Cet été-là, j'y ai passé plus de 8 heures par jour. Ma mère me déposait avant d'aller travailler à 7 heures, et venait me chercher un peu avant le coucher du soleil. J'amenais de quoi manger, et je pouvais entrer dans la maison de la propriétaire quand je voulais. Pendant toutes ces longues heures, j'étais pratiquement seul, sauf quand la propriétaire me donnait des cours d'équitation et de dressage. Avec 32 chevaux qui erraient librement dans les pâturages et l'ancienne étable laitière, construite en 1911 et comportant 40 boxes, il y avait beaucoup de ménage à faire, alors je passais beaucoup de temps à nettoyer les allées de l'écurie. Lorsqu'il faisait beau, tous les chevaux ainsi que les nombreux chiens et chats traînaient dans les présidents. Très souvent, alors que tous les box étaient bien fermés, je balayais ou nettoyais et j'entendais un cheval trébucher ou bouger dans un box. Je me retournais, et bien sûr, aucun cheval dans les box. Parfois, j'étais à l'intérieur d'un box en train de répandre de la sueur, et je sentais un museau humide et piquant effleurer mon cou. Je me retournais, pas de cheval. Je sentais des petites pattes de chat me toucher les mains, mais aucun chat autour. Un chien me poussait la hanche, et rien non plus. Un jour, j'ai littéralement vu 2 chats blancs courir à toute vitesse dans l'écurie et entrer dans un box. Je les ai suivis, j'ai regardé à l'intérieur, pas de chat. Et aucun endroit où ils auraient pu s'enfuir. Il y avait un vieux cheval arabe blanc nommé Corona que j'avais monté quelques fois, décédé à l'âge de 36 ans. Son meilleur ami était un Appaloosa léopard nommé Hopper, âgé de 30 ans au moment de la mort de Corona. Environ 3 semaines plus tard, j'avais mis Hopper dans son box pour le panser. Soudain, il s'est tourné, a tendu le cou vers le box vide de Corona, a soufflé bruyamment, a dressé les oreilles et s'est mis à trembler comme il le faisait quand il saluait Corona. J'ai eu des frissons incroyables en le regardant dire bonjour, à du vide. Ma théorie, c'est que tant d'animaux sont restés dans ce lieu pour une raison. La propriétaire avait acheté la ferme dans les années 80 et, depuis, avait sauvé des centaines de chevaux maltraités. Beaucoup d'entre eux étaient délaissés pour compte. Tellement d'animaux battus, marqués à vie, boiteux, qui tremblaient au toucher, ou qui paniquaient littéralement à l'idée qu'on leur mette une selle sur le dos. Tant d'horreurs qu'ils avaient vécues. Certains avaient simplement été abandonnés parce qu'ils avaient un cancer ou étaient trop vieux pour être montés, des gens s'en étaient lassés. On y abandonnait régulièrement des animaux. Ce n'est pas une blague, plusieurs fois par an, la propriétaire se réveillait avec un nouveau cheval dans sa cour, laissé-la sans un mot. Et pourtant, cette ferme était l'endroit le plus paisible au monde. Tous ces animaux qui ne sont jamais vraiment partis sont restés pour continuer à traîner avec leurs amis, dans un endroit où ils savaient qu'ils ne seraient plus jamais blessés.
Mon grand-père avait une ferme, perdue au milieu de nulle part. Une de ces vieilles bâtisses entourées de champs silencieux, loin de tout. Une année, mes parents m'y ont laissé pour une semaine. Juste une. Mais une seule nuit a suffi. Tout a commencé dès le premier soir. Je m'étais couché tôt, bercé par le silence lourd de la campagne. Il n'y avait aucun bruit, sauf peut-être les grillons au loin. Et puis, en pleine nuit, un son m'a réveillé. Un bruit sec, étrange, clic clic clic. Ça venait de la fenêtre, juste à côté de mon lit. Je me suis levé, doucement, pensant que c'était peut-être une branche. Mais quand j'ai écarté un coin du rideau, mon cœur s'est figé. Il y avait une jambe. Une jambe verte, longue, fine, inhumaine, qui essayait de passer par l'entrebâillement de la fenêtre. Elle se mouvait par à-coups, avec ce même clic-clic métallique, comme un insecte qui claque des mandibules. Je me suis mis à hurler, à pleurer, et j'ai couru à travers le couloir, appelant mon grand-père. Quand il m'a enfin suivi dans la chambre, la chose avait disparu, mais la fenêtre, elle, était grande ouverte. Et il faisait glacial dans la pièce. Je lui ai supplié d'appeler ma mère. Il l'a fait, sans poser de questions. Peut-être qu'il savait quelque chose. Peut-être qu'il avait déjà vu ça, lui aussi. Je ne suis jamais retourné là-bas. Pas une seule fois. Même aujourd'hui, rien que d'y penser me donne des frissons. La ferme est toujours là, paraît-il. Abandonnée. Figée dans le temps. Parfois, je me demande ce qu'il se serait passé si je n'avais pas crié. Si la jambe était entrée en entier. Si quelque chose m'attendait dans le noir. J'ai vécu brièvement dans une ferme vieille de 300 ans, célèbre pour avoir été un lieu clé du chemin de fer clandestin dans l'Indiana. Voici la version courte de ce que nous avons vécu là-bas. Ma mère collectionnait les anges en verre. Une nuit, on s'est réveillé en l'entendant paniquer, tous les anges de la maison, il devait y en avoir près de 100, avaient été retournés à 180 degrés et faisaient maintenant face à l'extérieur de la pièce. Elle les faisait toujours regarder vers le centre de la pièce, jamais ailleurs. Ma sœur et moi avons toutes les deux vu le même homme très grand, très mince, avec un manteau ample, se promener dans les couloirs la nuit. On ne s'est rendu compte qu'on avait vu la même chose que presque 10 ans plus tard, en parlant. Une fois, ma tante est venue à la maison. Elle remuait son café avec une cuillère quand celle-ci s'est arrêtée toute seule, puis a commencé à tourner dans l'autre sens. Mon père avait posé son café sur la table, et quand il est revenu dans la pièce, le café se remuait tout seul de manière, selon lui, très agressive. La cuillère en métal était même droite en l'air. Cet événement continue de le perturber encore aujourd'hui. La maison ne devenait jamais froide, mais elle devenait parfois extrêmement chaude d'un coup, avant de revenir à une température normale, surtout dans la chambre de ma sœur, à l'étage. Il y avait une pièce cachée derrière une bibliothèque et sous un faux plancher, où les esclaves en fuite se cachaient en traversant l'Indiana. C'est la seule inscription ou explication sur la maison dont je me souviens clairement, et surtout, je me rappelle avoir vu des traces de griffes sur les murs de cette pièce. Bon, c'était une vieille maison, allez savoir quels animaux étaient passés par là. Des objets tombaient des étagères, et les meubles bougeaient presque tout le temps. On avait une table basse au centre du salon avec des tabourets intégrés. On retrouvait les tabourets un peu partout, parfois même posés sur d'autres meubles. L'étage supérieur de la maison avait brûlé dans les années 70. Personne n'avait été blessé ou tué, mais ils avaient dû reconstruire tout l'étage. Sur l'escalier menant au deuxième étage, il y avait un endroit très net sur le mur où la maison avait été reconstruite, le mur passait brusquement de la brique au placo-plâtre. Ah mince, j'allais oublier celle-là, et c'est une des plus étranges. Quand on visitait la maison avant d'emménager, avant même d'y entrer, ma sœur a dit « Est-ce que quelqu'un est mort ici ?» Il s'est avéré qu'une personne était effectivement décédée après être tombée d'une échelle et s'être fracassé le crâne sur le petit chemin qui menait à la porte d'entrée. Je me souviens que ma mère avait trouvé ça super étrange quand elle l'avait appris. Et voilà, c'est tout. Je ne me souviens pas vraiment d'avoir entendu de voix,
vu des ombres flippantes en train de chercher des haricots ou quoi que ce soit d'autre en dehors de ces événements précis. C'est juste que j'y repense souvent en ce moment, alors j'ai voulu tout écrire. Un couple qui possédait un ranch m'a gentiment proposé de venir les aider pendant un été. Je voulais juste apprendre à m'occuper des chevaux, jouer un peu au cow-boy, vivre quelque chose de simple et authentique. Un soir, ils m'ont demandé si je pouvais faire le nourrissage du soir à leur place. Ils devaient aller voir de la famille, à environ 1 heure de route. J'ai accepté sans hésiter. Le soleil était encore haut, les collines baignaient dans cette lumière dorée propre aux fins d'après-midi d'été. Rien de sinistre. Vraiment rien. C'était le contraire d'une scène inquiétante. J'étais seul, entouré de chevaux et de chiens. Les chevaux étaient tous encore dans leurs enclos. Je ne les avais même pas encore lâchés dans les pâturages. Tout était calme. Puis, je suis entré dans la grange. Et c'est là que tout a basculé. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai entendu des voix. Pas des murmures du vent, non. De vraies voix. Basses. Confuses. 2 ou 3 personnes, peut-être plus. Comme si elles parlaient entre elles à quelques mètres de moi, mais dans une autre pièce, sauf qu'il n'y avait pas d'autre pièce. J'étais seul. Et je savais que dans un rayon d'1 kilomètre au moins, il n'y avait absolument personne. Le plus terrifiant, c'est que les chiens ont réagi. L'un d'eux s'est figé, oreilles dressées, puis s'est mis à aboyer violemment en direction du mur du fond. L'autre a commencé à courir en cercle dans la grange, grognant, poil hérissé, comme s'il traquait quelque chose d'invisible. Moi, je suis resté cloué sur place, incapable de bouger, le cœur qui battait à tout rompre. Les voix ont continué encore quelques secondes. Puis, plus rien. Le silence. Même les chiens se sont arrêtés d'un coup, comme si tout s'était éteint. Je suis ressorti lentement, les mains moites, et j'ai fini le nourrissage en vitesse, en évitant soigneusement de repasser par la grange. Je n'ai rien dit au couple quand ils sont revenus. J'avais peur qu'ils se moquent, ou pire, qu'ils me disent qu'ils entendent parfois la même chose. Mais depuis ce jour, je me pose toujours la même question, est-ce que ces voix venaient vraiment de la grange ? Ou est-ce que quelqu'un d'autre m'écoutait, de l'autre côté ? Pendant que je travaillais dans une ferme dans le nord de la Californie, j'ai eu une vision d'un massacre qui s'était produit là. Dans cette vision, ce n'était pas tout à fait clair ce qui s'était réellement passé, mais ça impliquait un conteneur maritime. Sur la propriété, il y avait justement un conteneur, complètement calciné, comme si l'intérieur avait littéralement fondu. Comme si quelqu'un avait essayé de s'échapper de l'intérieur. On m'a dit que ce qui s'était passé, c'est qu'une étincelle de soudure avait enflammé de l'essence. Est-ce que quelqu'un ici a déjà eu une vision aussi forte, où on sait instinctivement qu'elle est vraie, qu'elle s'est vraiment produite ? Je comptais partir ce jour-là de toute façon, car je ne sentais pas bien cet endroit. Mais après cette vision, comme un flash dans mon esprit, mon corps s'est mis à faire mes bagages sans que je réfléchisse. J'ai quitté la propriété en silence, sans hésiter une seconde. Il y a quelques années, quelqu'un a brûlé une poupée grandeur nature en croix, en plein milieu de mon champ de maïs. Je ne l'ai pas vue tout de suite. C'est en allant vérifier l'irrigation au lever du jour que je suis tombé dessus. Une croix en bois, grossièrement clouée, plantée au beau milieu des rangées. Et dessus, une silhouette noire, carbonisée, encore fumante par endroits. Au début, j'ai cru que c'était un animal. Mais en m'approchant, j'ai vu que c'était une poupée. Taille humaine. Avec des traits vaguement dessinés à la peinture, un sourire figé, des yeux ronds. Elle avait fondu par endroits, ce qui la rendait encore plus dérangeante. On aurait dit qu'elle avait crié en silence pendant qu'elle brûlait. J'ai eu un frisson glacé. Ce n'était pas une mauvaise blague. Quelqu'un avait pris le temps de fabriquer ça. De l'installer là, en secret. Et de la brûler. J'ai prévenu la police, bien sûr.
Ils sont venus, ont pris des photos, posé quelques questions, mais ils n'ont rien trouvé. Pas de traces de voiture, pas de caméra dans les parages. Rien. Ce qui m'a le plus perturbé, c'est que le maïs autour était intact. Aucun signe de lutte ou de feu qui se serait propagé. Comme si le feu s'était limité uniquement à la poupée. Comme si elle avait brûlé de l'intérieur. J'ai arraché la croix, jeté les restes, retourné la terre autour. Mais pendant plusieurs mois, rien n'a repoussé à cet endroit. Juste une tache grise, sèche, comme morte. Je n'ai jamais su qui avait fait ça ni pourquoi. Mais parfois, quand je passe près du champ, j'ai cette impression bizarre, comme si quelque chose me regardait depuis les rangées de maïs. Et je me demande encore si cette poupée, c'était juste un avertissement. Chez mon oncle, à la ferme, j'ai vu un cercle dans les cultures. Un vrai cercle parfait, tracé dans les hautes herbes. Je croyais que c'était une blague au début, ou un coup de vent bizarre. Mais plus je m'approchais, plus je sentais que quelque chose n'allait pas. Et puis, les animaux ont commencé à marcher en cercle. Tous. Les poules tournaient dans le poulailler, les vaches faisaient des rondes lentes dans le pré, même les chiens suivaient le mouvement, comme s'ils étaient tirés par un fil invisible. Et le pire? Ils le font encore. Jour et nuit. Inlassablement. J'en ai parlé à mon oncle, en pensant qu'il allait me rassurer. Mais au lieu de ça, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il m'a dit qu'il avait rêvé, la nuit d'avant, de lumières étranges dans le ciel. Pas des étoiles. Pas des avions. Quelque chose de vivant. Les lumières étaient descendues doucement sur la ferme, l'avaient enveloppé, comme si elles voulaient le prendre. Il a dit qu'il s'était senti happé, vidé, comme si une partie de lui ne lui appartenait plus. Depuis, il n'est plus tout à fait le même. Il parle peu. Il reste souvent assis, à fixer l'horizon. Parfois, il murmure des mots que je ne comprends pas, dans une langue que je n'ai jamais entendue. Et il ne dort plus. Pas vraiment. Il ferme les yeux, mais je le vois trembler. Ce cercle dans les cultures, il ne disparaît pas. Il est toujours là, net, intact, comme si le sol refusait de repousser. Et chaque nuit, je crois voir quelque chose bouger au centre, une ombre qui m'observe. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Mais je sens que ce n'est pas fini. J'ai travaillé dans une petite ferme. Un jour, on plantait des pommes de terre, moi et un autre homme étions à l'arrière d'une machine équipée d'une grande trémie à semences et de 2 goulottes. Chaque goulotte menait à 4 bras rotatifs qui tournaient sur un axe et plantaient les pommes de terre dans le sol. Notre travail consistait à s'assurer que chaque bras avait une semence. Les semences de pommes de terre, si tu ne connais pas, ce sont simplement de petites pommes de terre. Il y avait des aiguilles au bout des bras pour maintenir les semences en place. Les champs venaient d'être fertilisés avec du fumier de poulet provenant d'un gros centre de production d'œufs. Le gars avec qui je travaillais s'appelait Nong Nang, je n'ai jamais vu son nom écrit. Il était vétéran vietnamien, ancien soldat de la RVN. Il ne parlait pas un mot d'anglais, et il était assez abîmé par la guerre. Ce jour-là, j'ai aussi découvert qu'il avait un seuil de douleur presque inhumain, quand une de ses mains s'est empalée sur les aiguilles de la machine. Ça a bloqué le mécanisme des 2 côtés. Quand je l'ai regardé, Nang a dit mon nom et help, d'un ton incroyablement calme. J'ai vu son bras, j'ai hurlé au fermier d'arrêter le tracteur, ce qu'il a fait très vite. Il a enlevé la courroie de l'axe, et on a réussi à sortir le bras de Nang de la machine. Il avait un trou dans la main, littéralement, on pouvait voir à travers. Le fermier l'a immédiatement emmené à l'hôpital, et moi je suis rentré chez moi. Ils ont dû l'amputer de la main, à cause du risque énorme d'infection, avec tout ce fumier de poulet. Je n'ai travaillé que quelques fois de plus pour ce fermier après ça, mais même lui, un gars aguerri, vétéran de la ferme, semblait vraiment secoué. Moi-même, j'ai encore fait quelques cauchemars, et ça remonte à plus de 30 ans.
Ma famille avait une sorte de petite ferme de loisirs. On gardait plein d'animaux différents, mais ce n'était pas notre principale source de revenus. Un jour, quand j'étais ado, j'étais seul à la maison. Je passais des heures au téléphone avec des amis ou des cousins. Ce jour-là, j'étais dehors, sur le perron, en train de rigoler pour une bêtise au téléphone. Et là, du coin de l'œil, j'ai vu une espèce de créature poilue, à l'allure humaine, passer en courant autour de la maison à une vitesse folle. Beaucoup plus vite que ce qu'un être vivant normal pourrait faire. C'était comme un flou qui a filé devant moi. J'ai été saisi d'une panique que je n'avais jamais ressentie avant. J'ai foncé dans la maison, refermé derrière moi, et j'ai regardé par toutes les fenêtres. Je n'ai jamais revu cette chose. Aucune idée de ce que c'était. L'Australie a la réputation d'abriter des animaux terrifiants, serpents venimeux, araignées grosses comme ta main, crocodiles dans les rivières, mais ce dont on parle rarement, ce sont les sons. Ce ne sont pas les créatures dangereuses qui font peur la nuit. Non. Ce sont les plus mignonnes. Les plus douces. Celles qu'on voudrait presque prendre dans ses bras. Imagine-toi dans le bush, la nuit tombée, entouré d'un silence relatif. Puis, sans prévenir, un hurlement rauque déchire l'obscurité. Tu penses à un monstre, à une bête échappée de l'enfer, mais non, c'est juste un koala. Oui, cette boule de poils qui passe son temps à dormir et manger des feuilles. Il grogne comme une bête géante, comme si un vieux démon habité par le tabac et la haine vivait dans son ventre. Les opossums, eux, hurlent comme dans un film d'horreur. Un mélange de rires déformés et de cris d'agonie. Les kakatoès, si beaux avec leur plumage éclatant, poussent des cris perçants qui te font croire qu'ils viennent t'arracher l'âme. Et pourtant, tous ces animaux sont parfaitement inoffensifs. Ils te regardent avec leurs petits yeux ronds et innocents pendant qu'ils libèrent dans la nuit des sons venus d'un autre monde. Le plus ironique ? Les vrais dangers, les serpents, les araignées, les méduses mortelles, eux, ils ne font aucun bruit. Pas un. Ce sont les silencieux qui te tuent. Mais parfois, je me demande. Et si ces bruits qu'on entend, ces cris déformés dans la nuit australienne, ce n'étaient pas eux? Et si ces petits animaux n'étaient que des imitateurs? Des coquilles pour autre chose, quelque chose qui les habite un instant, juste le temps de crier à travers eux. Parce que, parfois, j'en entends un cri, tout au fond du bush. Et je ne reconnais pas l'animal. Et cette nuit-là, tous les autres se taisent. J'ai vu 2 fois une paire d'yeux de l'autre côté de la rue, à chaque fois la nuit, sous la pluie, quand il faisait trop sombre pour distinguer à quoi ils appartenaient. Les yeux étaient espacés d'environ 15 à 20 cm, et se trouvaient à 2,5 à 3 mètres du sol. Il m'arrive aussi d'entendre des rires d'enfants, d'un tout petit, genre 4 ans, bien trop jeune pour traîner dans les bois la nuit, quand je promène mon chien tôt le matin, vers 4 ou 5 heures. Au printemps et à l'automne, on entend souvent des coups sourds dans les bois, ça pourrait être des cerfs, ou autre chose. Quand on a emménagé dans cette maison de ferme quand j'étais enfant, j'entendais parfois un fauteuil roulant dans le couloir. Le précédent occupant était en fauteuil et est décédé dans la maison. Il y avait aussi une odeur de cigarette qui apparaissait entre le dîner et le début de soirée, entre 17h et 20h, et les radios changeaient toutes seules de station, parfois vers de la musique country, parfois vers du grésillement, quand on les laissait allumer dans une pièce vide. Même si on était seul dans la maison. Avec le temps, tout ça a fini par s'arrêter. Je pense qu'ils voulaient juste s'assurer qu'on prendrait bien soin de la maison et de la ferme. Il est enterré quelque part sur la propriété. Dans les fermes irlandaises, on tombe parfois sur un arbre ou une haie en plein milieu d'un champ. Ils peuvent gêner la récolte ou d'autres travaux, mais personne ne les coupe jamais, car on dit qu'ils appartiennent aux fées. C'est pareil pour les cercles de champignons, ou les anciens forts circulaires, appelés ringforts. Ces ringforts sont les vestiges d'anciens camps entourés de murs, parfois envahis aujourd'hui par les arbres.
Si jamais on entre dedans par erreur, on dit que cela porte malheur, à moins de retourner son pull à l'envers. Il y a une autre chose, que j'ai personnellement vécue. On l'appelle le Fugmara. En gros, c'est quand le brouillard tombe brusquement dans un champ, et que tu ne trouves plus la porte ou aucun repère pour sortir. Ça m'est arrivé 2 fois. Une fois à Halloween, et une autre quelques années avant, dans une autre région. Apparemment, à Halloween, la frontière entre notre monde et l'autre devient plus fine. Ce soir-là, on s'est mis à marcher, encore et encore, pendant ce qui nous a paru être des heures, à travers les champs. Pourtant, les fermes irlandaises sont petites, ce qui rend la chose encore plus étrange. Il est aussi arrivé la même chose à un ami, chez lui. Il avait pris sa Honda 50 pour traverser son champ, mais il a tourné en rond pendant 20 minutes, incapable de retrouver la sortie. J'habite dans une ferme vieille de 600 ans en Suède. Vu son âge canonique, elle a évidemment son lot de trucs un peu flippants. Parfois, j'entends des cris venant des champs ou des bois, mais je me dis que ce sont sûrement les renards ou les loups qui vivent dans le coin. Mais cette histoire ne parle pas de ça. On a une pièce inutilisée à l'étage. C'était une chambre d'amis pour l'ancienne famille qui vivait ici. Nous, on s'est contenté d'acheter un nouveau matelas pour le cadre de lit, puis on l'a laissé là, vide. Il n'y a ni plomberie ni chauffage à l'étage, donc on l'utilise uniquement pour entreposer des affaires. L'été dernier, mon partenaire est venu vivre avec nous pendant quelques semaines. On a préparé la chambre d'amis pour eux, et on a décidé de dormir ensemble dans cette pièce. C'est là que ça a commencé, ils se sont mis à avoir des conversations dans leur sommeil. Quelquefois, on a dormi dans d'autres pièces de la maison, et ça n'arrivait jamais ailleurs. Mais dans cette chambre, ils murmuraient dans leur sommeil, « Oui, non, tu es sûr, qu'est-ce que tu veux dire, ça va ?» et ainsi de suite. Au début, j'ai pensé que c'était juste le changement d'environnement, le nouveau lit, une perturbation passagère dans leur sommeil. Mais ça ne s'est jamais arrêté. Peu importe combien de nuits on passait là-haut. Un soir, ils ont ouvert les yeux, m'ont regardé, et ont dit « Il faut qu'on le livre ». Le lendemain matin, ils ne s'en souvenaient absolument pas. Aucune idée de ce que ça voulait dire. J'aimerais bien pouvoir dire qu'il y a eu un dénouement, une solution, une explication, mais honnêtement, j'ai été trop lâche pour retourner dans cette pièce seule depuis. Je sais pas pourquoi, mais ce truc m'a foutu une trouille inexplicable. Un soir, un météorite s'est désintégré au-dessus de notre région. C'était incroyablement lumineux, presque irréel, et un peu inquiétant aussi. Une lumière blanche et silencieuse, qui a traversé le ciel comme une lame. C'était une période incroyable pour vivre ici. Tout le monde en parlait, l'excitation était palpable. Ce soir-là, on annonçait de l'orage. Alors, quand j'ai vu la lumière, j'ai cru à un éclair gigantesque, peut-être un impact direct sur l'un des vieux chênes qui bordent la maison. C'était la saison des semis, et l'un de nos voisins travaillait encore dans ses champs au milieu de la nuit, pressé de finir avant que la pluie n'arrive. Lui, il a vu le météore se fragmenter juste au-dessus de sa tête. Il a entendu le « boum », ce grondement sourd et profond qui a fait vibrer le sol. Et là, il a paniqué. Il a pensé à une bombe nucléaire. Ou un missile. Quelque chose de grave, de final. Alors, sans réfléchir, il s'est jeté au sol, comme si c'était un match de dodgeball. Un geste absurde, presque enfantin. Et même en le faisant, il a eu cette pensée très claire, mais qu'est-ce que je fous? Me coucher au sol va rien changer. Si c'est une bombe, je suis mort. Heureusement, rien de tout ça. Pas de mort. Pas de dégâts. Juste un spectacle céleste à couper le souffle, et un voisin convaincu d'avoir perdu 10 ans de sa vie en une seule seconde. Mais vivant. Reconnaissant. Et depuis, un peu plus nerveux quand il regarde le ciel. Quand j'étais enfant, probablement vers 12 ou 13 ans, ma mère a emménagé dans une ferme perdue au milieu de nulle part. Genre, pas de connexion internet tellement on était isolé.
La propriété faisait très âcre, il y avait une grange délabrée, un vieux corral à chevaux envahi par les mauvaises herbes, et bien sûr, la maison principale. La nuit, aucune lumière à part celle du jardin qui montrait que l'électricité fonctionnait. Ma chambre avait une fenêtre qui donnait sur le corral. Une nuit, je me suis réveillé au milieu de la nuit. Il y avait une pleine lune. J'ai regardé par la fenêtre et, juste à côté d'un des poteaux de la clôture du corral, il y avait une fille debout. Elle portait une chemise de nuit et des bottes en caoutchouc, et elle me faisait face, regardant directement ma fenêtre. À partir de là, les choses ont empiré. La télé qu'on avait au sous-sol s'allumait et s'éteignait toute seule. Ma mère entendait une vieille radio jouer au beau milieu de la nuit. Ma belle-mère allait parfois fumer dans la grange, et une fois, là-bas, elle a entendu une fille prononcer son prénom. Elle a cru que c'était moi, sauf que j'étais chez mon père, en ville, à ce moment-là. Quand je me réveillais la nuit pour aller aux toilettes ou boire de l'eau, j'avais toujours l'impression qu'on m'observait. Si je regardais dans le salon, c'était comme si quelqu'un me fixait à travers la fenêtre. Un jour, ma belle-mère et moi marchions dans le couloir, et on a toutes les deux vu une chemise de nuit passer dans la salle de bain. Mais il n'y avait personne quand on a regardé. Tout est arrivé à son paroxysme une nuit. Je me suis réveillé encore une fois au beau milieu de la nuit. Je dormais porte ouverte, et ma chambre donnait directement sur le couloir. J'étais allongé dans mon lit, incapable de me rendormir, quand, aussi clairement que possible, j'ai entendu une fille murmurer mon prénom. Au début, j'ai cru que c'était le bruit des draps. J'ai essayé de le reproduire, mais rien à faire. Alors j'ai regardé dans le couloir, et là, dans l'embrasure de ma porte, il y avait une silhouette sombre de fille en chemise de nuit. Je l'ai fixée, paralysée. J'ai allumé ma lampe de chevet, et elle avait disparu. J'ai rassemblé tout mon courage, j'ai couru dans le couloir et me suis réfugié dans la chambre de ma mère, où j'ai dormi pour le reste de la nuit. Pour des raisons sans rapport, du moins officiellement, nous avons déménagé peu de temps après. Mon frère et moi étions seuls à la maison en train de regarder la télé. Il avait dans le sous-sol un Stone Cold gonflable, grandeur nature, le catcheur. Quand on le frappait, il se redressait et disait des phrases comme « parce que Stone Cold l'a dit ». Donc, on regarde la télé, et on sait très bien qu'on est seul à la maison, quand soudain, on entend un « parce que Stone Cold l'a dit » venir du sous-sol. Vraiment flippant, parce que ce truc ne parle pas tout seul, il faut qu'il soit frappé ou bousculé pour s'activer. On s'est regardé, sans dire un mot, et on a foncé en bas pour voir ce qui se passait. On découvre notre chien avec Stone Cold horizontal entre les pattes, attrapé par la taille. Le pauvre Stone Cold était en train de se dégonfler rapidement, l'eau du poids dans sa base s'écoulant lentement dans la moquette comme du sang transparent, blanc. Les yeux de mon chien étaient vitreux, pleins de satisfaction, comme s'il savourait sa victoire. Il lui donnait encore un petit coup de temps en temps, pour être sûr. Il faut savoir que ça faisait 2 semaines que mon frère poursuivait le chien avec Stone Cold pour l'effrayer, et il en avait vraiment peur. Je regrette juste de ne pas avoir vu le moment exact où il a trouvé le courage d'affronter et d'achever son ennemi juré. Je viens de l'ouest de l'État de New York, et par ici, on a notre propre folklore, un peu dans le même esprit que celui du Midwest. Chez nous, on parle de démons des champs de maïs. Est-ce que je crois que ce sont littéralement des démons sortis de l'enfer? Pas forcément. Mais je ne peux pas dire que je n'y crois pas non plus. Ceux d'ici sont peut-être d'une autre espèce, si on peut dire, que ceux qu'on raconte plus à l'ouest. Ils n'ont pas forcément les yeux rouges qui brillent dans la nuit. Ici, leurs yeux sont sombres. Sombres et enfoncés, comme des puits sans fond. Je les ai vus plusieurs fois, en conduisant sur les petites routes de campagne tard le soir. La plupart du temps, ce n'est qu'une silhouette que je distingue, mais avec le temps, j'ai développé une intuition, je peux dire si c'est l'un d'eux, ou juste un gamin du coin qui traîne. Certains sont tellement grands que, même quand le maïs est à son plus haut, ils dépassent les épis de la tête et des épaules. Des gens disent que c'est peut-être Bigfoot.
Mais ces créatures-là sont presque entièrement dépourvues de poils, et leur peau est aussi pâle que des coquilles d'œufs. Je vis à quelques minutes en voiture de la forêt domaniale de Lost Nation, et j'ai des potes qui habitent dans ce coin-là. On allait souvent camper là-bas. On y rencontrait parfois des créatures que j'appelle affectueusement les enfants de la forêt, ou les enfants des arbres. Leur peau est plus sombre que celle des démons des champs de maïs, et ils sont aussi beaucoup plus petits. Ils font à peu près la taille d'un gros chat ou d'un petit chien. Ils sont humanoïdes. Certains ont de longs cheveux emmêlés, d'autres n'en ont pas du tout. Ils ne font aucun bruit, à part le froissement des feuilles quand ils se déplacent à travers la canopée, et parfois, à une vitesse qui semble impossible. Comme les démons des champs, on ne sait pas trop quelles sont leurs intentions. Je n'ai jamais vu ces créatures faire quoi que ce soit de vraiment agressif, mais ils n'ont jamais semblé contents de nous voir non plus. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.